Alors, bonjour. Je me présente comment? Présente moi, en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est parce que moi, je remplace Amir. Fait que je suis quasiment comme représentant de Québec solidaire, là, dans le fond, ici. Mais si je me présente comme citoyen, je suis capable de parler comme citoyen parce qu'avant tout, c'est ce que je suis. L'activité minière en région détruit le tissu économique. Un jeune qui a un DEP qui gagne 100 000 par année, à côté d'un architecte que j'engage senior, que je ne suis pas capable de payer plus que 70, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un déséquilibre, il y a un détachement. Tu n'es pas capable de garder tes employés. C'est rendu que tu es mieux d'aller travailler dans une mine que de travailler dans des services professionnels, dans la santé, n'importe où. Fait que, comment est-ce que tu veux ouvrir une entreprise de transformation du bois rentable quand tu compares tes prix avec, mettons, une compagnie de la Beauce? Même si je fais mon beau train que je voudrais faire, là, je ramène mes prix au même prix que la Beauce, mettons. Fait que là, je suis rendu concurrentiel dans le bois, mais je ne suis jamais capable de donner le salaire d'un mineur à cet employé-là. Donc, ça vient tuer mon activité forestière. Quand il y a du minier, ça tue le forestier, il n'y a plus de main-d'œuvre. Il s'agit vraiment de déterminer les règles du jeu qui font que les minières vont venir jouer. C'est à nous, comme citoyens, de décider à quel prix on se débarrasse de nos richesses naturelles. Puis, il faut qu'il y ait des retombées pour ça. Dans le cas du forestier, de l'agriculture, c'est renouvelable. Dans le cas des énergies renouvelables, on a salopé nos forêts, on peut toujours s'en remettre. Mais dans le cas du minier, c'est non renouvelable. Ça veut dire qu'une fois que c'est sorti, on n'entendra plus parler. Ça ne pousse pas, là. Tu ne peux pas planter des pépites, là. T'sais. Mais on n'a pas à leur demander leur avis là-dessus. On a à décider qu'est-ce qu'on doit mettre comme paramètre pour que l'activité économique soit maintenue. Il faut quand même tenir compte du fait que si on interdit tout ça, l'économie minière va tomber, puis que ça va avoir un impact sur la qualité de vie des Québécois. Mais à quel prix on peut le faire pour avoir une juste retombée aux citoyens, pas aux politiciens? Pas aux lobbyistes, pas aux minières, pas aux actionnaires étrangers. Fais le tour du registre des actionnaires. Tu vas t'apercevoir qu'ils ne sont pas canadiennes pantoute. Ils ont le siège social au Canada, ils sont enregistrés au Canada parce qu'ils ont des avantages fiscaux. Si tu travailles à la nationalisation d'une entreprise ou une pseudo-nationalisation, je ne sais pas exactement c'est quoi la recette, mais il y a quelque chose à faire entre les deux. Ne serait-ce que dire que nos forestières et nos minières sont à composante à plus de 50 propriété québécoise. Rien que ça, là, c'est beaucoup. C'est déjà gros, puis c'est pas gros. Hein? On se comprend, là? Qu'est-ce qu'on doit penser des politiciens actuellement qui marchent au pas avec les compagnies minières, qui leur donnent des crédits d'impôt et qui, même lorsque ces compagnies ne paient pas d'impôt-là, il n'y a pas de pénalité ou quoi que ce soit, comme quoi la réglementation, finalement, n'est pas applicable là, en tant que tel? Bien, il n'y a pas de courage politique. Il n'y a pas de courage politique, tout simplement parce que le système est basé sur un glissement vers la mondialisation. Comme si c'était une loi naturelle. C'est pas une loi naturelle, ça a été forgé. Il y a des gens qui ont décidé que l'économie devait être ça. Mais ces gens-là, comme par hasard, c'est pas les citoyens, c'est les gens de l'entreprise. Si l'économie doit être faite comme ça et qu'eux autres le portent, c'est à leur avantage. Puis on regarde, depuis que ça s'est installé comme ça, l'écart entre les riches et les pauvres s'est toujours accentué. Donc, faut virer ça de bord. Puis les gens se disent, bien, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ils l'ont fait, eux autres. C'est sûr qu'ils avaient l'argent, mais ils l'ont fait. S'ils l'ont fait, on peut faire autre chose. Faut tout simplement combattre la désinformation, contaminer son voisin. Tu sais, moi, j'étais à la chambre de commerce. Disons que j'étais un peu un hurluberlu dans ma gang à la chambre de commerce. Puis je suis pas très virulent comme virus parce que je contamine pas vite, mais quand même, le discours ça porte à réflexion et graduellement, à force de tenir ce discours-là, d'être plus nombreux à tenir ce discours-là, puis trouver des tribunes pour le véhiculer, on peut transformer ça. Parce que le courage politique, il va passer par un détachement de nos partis politiques. Les partis politiques actuels, le système d'élection, le mode de scrutin uninominal à un tour, fait que tu gagnes ou tu perds. Donc, il y a toujours deux partis. S'il y a deux partis, il y a un gros lobbyisme qui se fait pour pouvoir prendre le pouvoir avec un parti quand tu es une grande compagnie et que le mode de financement permet ça. Actuellement, les partis politiques et les gouvernements ont été financés par des compagnies qui viennent s'asseoir dans leur bureau
et qui leur expliquent leurs problèmes, leurs malheurs et leurs souhaits. Ils ont beaucoup d'écoute. Personnellement, je ne suis pas certain que je pourrais être reçu dans le bureau du premier ministre. Ces gens-là peuvent. Fait que, rien qu'à regarder le type de lobbyisme qui se fait et l'influence. Fait que l'écoute est là. Donc, le courage politique est directement relié au fait que je suis financé et le retour d'ascenseur est la méthode actuelle. Puis ça l'a comme toujours un petit peu été, mais il me semble que ça remplit. Donc, pour vous, il y a une façon, il y aurait une solution par le changement du mode de scrutin, entre autres, par le financement des partis, pour mettre fin à cette dérive néolibérale. C'est incontournable. On peut mettre les plus belles lois du monde en place. Si on ne change pas le mode de scrutin puis les méthodes de financement des partis politiques, il n'y aura jamais le détachement requis pour un politicien de dire, écoute, moi, je m'en vais là parce que je pense que c'est ça qui est mieux pour mes citoyens. Donc, l'utopie pour le citoyen et pour la citoyenne, c'est-à-dire avoir un cadre social acceptable pour tous et chacun, équitable aussi. C'est possible, c'est réalisable. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais il y a beaucoup de travail à faire parce qu'en plus, la mondialisation et la comment est-ce qu'il appelait ça, lui? La rétro-libéralisation fait qu'on vit dans des sociétés où les gens, l'individualisme est très fort. Puis en plus, l'avenue de l'informatique rend les gens très individuels. Et le volet individuel fait que quand une minière vient dans une ville, elle va aller voir le bureau d'ingénieur, tu vas avoir ce contrat-là. Elle va voir un grand entrepreneur, elle va dire, tu vas avoir ce contrat-là. Elle va voir la chambre de commerce, elle va présenter les retombées. Ces gens-là ne sont plus détachés. Là. Ces gens-là vont, sur le plan individuel, vont prévoir un enrichissement. Et ces gens-là, tu ne les auras jamais pour le bien commun. Là, parce qu'il faut quand même changer la mentalité globale de la population pour que le bien commun triomphe de l'individualisme. Mais ça, j'ai l'impression qu'il va falloir aller dans un gros creux pour réussir à ramener ça. On a de l'ouvrage. Merci.